Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes loin de la Ve République et de ses crises cet après-midi avec Franck Ferrand, puisque c'est à Byzance que vous nous emmenez. Bonjour Franck. Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. On ne va pas se promener tout seul à Byzance, à Constantinople, il y faut de bons guides. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Joël Chevet d'être avec nous cet après-midi. Ensemble, nous allons faire la rencontre, nous allons faire connaissance avec un personnage tout à fait extraordinaire, l'impératrice Théodora, dont je pense que la destinée est la plus extraordinaire, la plus inouïe que j'ai jamais connue, que j'ai jamais pu rencontrer dans toute ma carrière d'historien. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Vincent, ancien marin de la Royale. Il voudrait connaître l'origine du rituel du passage de l'équateur chez les marins. Eh bien voilà, on répondra à la question de Vincent. Et je profite de l'occasion pour vous signaler que le thème de l'émission d'aujourd'hui nous a été suggéré par Véronique de Turcoing. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Byzance, la pourpre, les ors, la mosaïque extraordinaire des magnifiques basiliques byzantines, pensez à Saint-Sauveur in Cora par exemple. Byzance, à la mer de Marmara, l'extraordinaire palais des empereurs qu'on appelle là-bas les basileis. Voilà bien un lieu qui fait rêver. Le personnage dont nous allons parler aujourd'hui, Théodora, fait rêver plus encore. C'est tout simplement, je vous le disais il y a un instant Céline, la plus prodigieuse ascension sociale de tous les temps. Un destin exceptionnel. Voilà la fille d'un gardien d'ours qui est danseuse de rue. Et encore, quand je dis danseuse de rue, vous allez voir. Voilà qu'elle va séduire l'héritier du trône, elle l'épouse et elle devient la plus fastueuse des impératrices. C'est quand même extraordinaire. On est vers l'an 500, Théodora naît vers l'an 500. Pour vous situer ça, en France, on est à l'époque de Clovis. Elle mourra en 548. Elle est devenue la femme de Justinien en 523 et donc elle sera impératrice avec lui. Impératrice de Byzance en 527. Quel chemin parcouru, écrit Joël Chevet, depuis les écuries de l'hippodrome de Byzance où elle a passé son enfance, jusqu'aux fastes inimaginables du palais impérial où elle finit ses jours. Alors on a pas beaucoup de représentations de la fameuse Théodora. Quand je dis on en a pas beaucoup, pour être tout à fait clair, on en a même qu'une seule, en tout cas authentique. C'est la mosaïque qui orne l'église Saint-Vital de Ravenne, Ravenne dans le nord de l'Italie, tous ces extraordinaires basiliques byzantines qui sont restées là. Il n'y a pas eu la crise iconoclaste à Ravenne, on y viendra tout à l'heure, on parlera de cet aspect bien sûr. On ne sait pas qui a fait cette mosaïque, mais en tout cas, le personnage de Théodora y est sublimement représenté. La célèbre mosaïque de la basilique la représentant auréolée d'or, cette impératrice d'Orient Théodora, a laissé d'elle une image quasi divine, nous dit Joël, et c'est vrai que son regard notamment sur cette mosaïque est tout à fait extraordinaire. Un de ses biographes, Paolo Cesaretti, a écrit « Elle exprime l'autorité comme la séduction, imprime sa marque dans les yeux et la mémoire, et pourtant, il semble difficile même pour un bon nombre de ses admirateurs de la rattacher à un épisode précis ou seulement de la situer dans le grand réseau de l'espace et du temps. » Il faut vous dire que évidemment, sa jeunesse est assez mal connue. Ce qu'on sait de l'ascension de Théodora, ce qu'on sait de sa jeunesse, finalement, on le sait d'un chroniqueur qui s'appelle Procope de Césarée, historien byzantin à peu près de la même époque. Il avait 10 ans de plus que Théodora. Il a écrit tout un récit très détaillé du règne de l'empereur Justinien, et comme il détestait l'impératrice, le moins qu'on puisse dire est qu'il ne l'a pas oublié dans ses chroniques, c'est le moins qu'on puisse dire, vous allez voir. On sait donc qu'elle est née aux alentours de 500 sous le règne de l'empereur Anastase, nous dit Antonin de Bidour. Elle serait née en dehors de Constantinople. Alors est-ce qu'elle est née à Chypre? Plusieurs historiens le prétendent. En Paphlagonie, c'est-à-dire à l'extrême sud-est de la mer Noire actuelle, qu'on appelait le Pont Euxin à l'époque.
On ne sait pas. Alémanie nous dit qu'elle est née à Constantinople. Admettons qu'elle soit née à Constantinople, ça simplifierait nos affaires. Alors, on est, entre parenthèses, l'an 500, ça veut dire qu'on est un siècle après la création de l'Empire romain d'Orient, séparé de l'Empire d'Occident. On est 20 ans après l'effondrement de Rome, de la Rome occidentale, sous les coups des barbares. Et à ce moment-là, Byzance reste comme la seule héritière de l'Empire romain. Ça devient la capitale du nouvel Empire romain, si vous voulez. Avec cette position tout à fait stratégique. D'ailleurs, on est aux portes de l'Orient, on est vraiment à cheval en quelque sorte sur l'Europe et l'Asie. Il y a à Byzance, il y a à Constantinople cet extraordinaire bouillonnement, une capacité, une habileté marchande extraordinaire, des armées importantes et surtout, vous le savez puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises lorsque j'ai eu ici l'occasion de vous raconter la chute de Constantinople, il y a ces murailles extraordinaires qui protègent la capitale de l'Empire. C'est somptueux, bien sûr, la Byzance de cette époque, il faut l'imaginer. Cela dit, l'Istanbul d'aujourd'hui, avec ses minarets tout fins et ses grandes coupoles, n'est pas mal non plus, évidemment. Paolo Cesaretti nous dit que c'est une capitale européenne et asiatique de l'Empire qui continuait à se définir comme romain, cet empire. Alors, le centre de la vie de Constantinople, c'est l'hippodrome. Imaginez un très vaste amphithéâtre tout en longueur, une piste qui fait 400 mètres de long, 150 mètres de large. Quand on est sur la place principale d'Istanbul, on voit encore aujourd'hui les vestiges de cet extraordinaire hippodrome, des tribunes gigantesques pour quelques 150 000 spectateurs. Là, se concentraient les émotions et en même temps s'organisaient l'économie, le trafic, les approvisionnements, nous dit Cesaretti. Il attirait les curieux, les parieurs avides, le peuple des passionnés qui soutenaient les deux équipes rivales, les Bleus et les Verts, selon les couleurs arborées par certains, héritières diminuées d'une tradition dans la première Rome. Alors, si je ne craignais pas les anachronismes, je dirais que les Bleus représentent plus ou moins le parti conservateur, puisqu'ils sont aux mains de grands propriétaires fonciers, souvent d'origine latine, qui vont privilégier l'orthodoxie religieuse, alors que les Verts feraient peut-être plutôt figure de libéraux, dirigés par des négociants d'origines diverses, favorables au libre-échange, favorables aussi aux dogmes orientaux, et notamment monophysites. On aura l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure. Alors, ces deux grandes équipes, si vous voulez, ces deux grands partis, les Verts et les Bleus, soutiennent chacun leur propre conducteur de char, bien entendu, etc. C'est à la fois sportif et politique comme opposition, bien entendu. Certains des plus grands divertissements de Constantinople se déroulent ici à l'hippodrome ou dans les différents amphithéâtres que chaque faction avait édifiés à ses frais et où se déroulent les célèbres courses, bien entendu. Et entre deux courses de chars qui ont lieu grosso modo toutes les 30 minutes, un peu comme sur nos hippodromes modernes, il y a alors des attractions, ce qu'on appelle les venationes, c'est-à-dire des espèces de chasses aux animaux avec des lions, des ours, toutes sortes d'animaux sauvages, de la musique, des danses, des jongleurs, des acrobates, des mimes, bien entendu. Il faut quand même préciser qu'à Constantinople, l'amphithéâtre, l'hippodrome est interdit aux prêtres, aux moines et aux femmes de la bonne société. Vous voyez, parce que, évidemment, ce qu'on y voit n'est pas toujours très présentable. Alors, je vous ai parlé d'ours. Il y a un gardien d'ours qui s'appelle Akakios. Il est belluaire de l'amphithéâtre. Le belluaire, c'est celui qui est non seulement le gardien, mais qui va combattre, un peu le gladiateur qui va combattre les animaux sauvages. Eh bien, c'est le père de Théodora, figurez-vous. On connaît pas le nom de la mère, on sait seulement qu'elle va tôt devenir veuve. Quand on sait le métier de son mari, ça n'a rien de très étonnant. Théodora devient donc très vite orpheline de père. Quand Akakios meurt, on est là en 503, semble-t-il. Il devait avoir une trentaine d'années, donc il est probable qu'il soit mort d'accident ou de maladie. Akakios, qui appartient à la faction des Verts, disparaît prématurément, laissant sans ressources sa femme et leurs 3 filles, nous dit Joël Chevet. Et donc elle va rester, cette petite Théodora, avec sa mère, avec ses 2 sœurs, qui s'appellent Comito et Anastasie. Entre parenthèses, des noms qui sont à la fois très grecs et très chrétiens. On est bien dans un monde, dans un univers chrétien, même si on pense que la veuve en question n'a pas tout à fait respecté les usages orthodoxes qui auraient voulu qu'une veuve se mette carrément au banc, disons en rupture de la société, se mette un peu en congé du monde. Là, c'est pas le cas. Elle continue de vivre dans la cité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ses filles vont vivre elles aussi.
Un court extrait de la bande originale du film Baigneur sur Europe 1, composé par Miklos Rosa. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la jeunesse de l'impératrice de Byzance, Théodora. Ça tombe bien qu'on est Bénure, on est donc dans cet hippodrome. Il faut imaginer la ferveur, l'extraordinaire atmosphère qui règne là, bien entendu. Et alors il y a cette scène tout à fait frappante, très très forte, qui joue un rôle très important. C'est une scène qui est tirée des anecdotes, des anecdotas de Procope, justement, de Procope de Césarée, qui montre les filles de la pauvre veuve qui vont venir supplier le public de donner quelques subsides parce que le beau-père, c'est-à-dire le nouveau mari de leur mère, qui est lui aussi Belluaire, qui est lui aussi gardien d'ours, a été viré, si je puis dire, par l'équipe des Bleus. Et par l'équipe des Verts, par le parti des Verts, et on vient demander sous les huées des Verts, mais sous les applaudissements des Bleus, vous voyez un peu l'ambiance, bien entendu, et elles viennent supplier qu'on veuille bien leur donner un peu de quoi vivre. L'anecdote est intéressante, qui la montre dès l'enfance, plongée dans la violence des jeux du cirque, nous dit Joël Chevet, la fureur du public déchaîné et l'exacerbation des débats politiques et religieux qui ébranlent alors l'Empire d'Orient. Dans la fournaise survoltée de l'hippodrome, elle acquiert une expérience de la foule qui lui sera précieuse lorsqu'impératrice, elle sera confrontée à l'une des émeutes les plus meurtrières de l'histoire de Constantinople. Ça, c'est pour beaucoup plus tard. Alors, que fait-elle, cette jeune fille, dans l'hippodrome, avec ses sœurs? Eh bien, c'est là que ça se corse, nos affaires, si je puis dire. Et heureusement qu'on n'est pas mercredi, parce que je serais bien embarrassé pour raconter ce que je vais vous dire maintenant. Elles, tout simplement, vous imaginez bien qu'elles sont danseuses. Elles sont danseuses nues, d'ailleurs. Elle est encore toute jeune, la petite Théodora, mais elle n'a pas froid aux yeux. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut l'imaginer petite, le teint pâle, les yeux très vifs, nous dit Joël. Elle réussit à attirer tous les regards sur elle. Il est vrai qu'elle ne lésine pas sur les moyens. Et en fait, elle n'a pas d'autre choix que de montrer le seul trésor qu'elle possède, son corps. Entraînée dès son enfance à l'acrobatie, le funambulisme ou le lancer de disque, elle n'hésite pas à exhiber son impeccable plastique, un simple pagne autour des reins, et c'est même dans la nudité la plus complète qu'elle s'entraîne en compagnie des acrobates de la troupe, hommes et femmes confondus. Elle se produit aussi sur les planches des théâtres de la ville, où les pièces classiques ne sont plus à la mode et remplacées par des satires, des bouffonneries, des mimes. Entre nous soit dit, on imagine le genre de bouffonnerie. C'est très obscène tout ça, bien entendu. Délivrée de toute pudeur, elle emprunte très tôt les chemins de la prostitution, dit notre invité. Alors Procope, lui, va nettement plus loin, évidemment. Voilà ce qu'il raconte, lui, dans ses anecdotes. Elle n'était pas mûre pour coucher avec des hommes et s'unir à eux comme une femme, dit-il. Elle se laissait aller en revanche à de répugnants accouplements d'hommes, comprendra qui voudra, avec certains misérables, esclaves de surcroît, qui, suivant leur maître au théâtre, trouvaient dans cette abomination un soulagement à leur malheur, et elle consacrait aussi au lupanar beaucoup de temps à cet usage contre nature de son corps. Je m'arrête à cet extrait-là. Je vois qu'on est en train déjà de s'éventer en régie. C'est vrai qu'il fait un peu chaud en même temps aujourd'hui, donc. Mais on pourrait en raconter beaucoup comme ça sur Théodora, parce que évidemment c'est l'essentiel de son activité pendant toute sa jeunesse. Elle ne pouvait offrir que sa beauté, se prodiguant de tout son corps à qui se trouvait là, dit encore Procope. Alors, sa beauté, on y reviendra tout à l'heure, ce visage, on l'a dit, ce corps qu'elle entretient, bien entendu, avec des soins quotidiens. Vous imaginez qu'on est quand même à Constantinople, dans cette capitale de l'Empire byzantin, vous avez les thermes, le massage, etc. Et puis, tous les soins qu'on peut prodiguer à une jeune femme exerçant le métier de Théodora. Elle dort beaucoup parce qu'il semblerait que dans les mimes, ce soit essentiel pour reposer les traits des comédiens, n'est-ce pas? Pas de règles alimentaires particulières, sinon le plaisir qui d'ailleurs, et c'est un des aspects dominants de ce personnage, le plaisir qui la guidera pendant l'ensemble de sa vie. Vous avez bien compris qu'on a affaire à un personnage extrêmement déluré, qui a de nombreux amants. Voilà ce que dit encore Procope, tiens. Avec ses amants, elle était malicieuse et naïve. Les épuisant par des techniques d'accouplement toujours nouvelles, elle réussissait à s'attacher pour toujours l'affection de ces individus dissolus. Il ne lui venait certes pas à l'idée d'être accostée par n'importe qui. Au contraire, c'était elle qui provoquait ceux qui se trouvaient là par ses petits sourires, ses drôles de déhanchements, et surtout,
elle visait les tout jeunes garçons. Jamais il n'y eut de personne plus dépendante de toutes les formes du plaisir. Souvent, elle en venait à se présenter à un repas avec 6 jeunes gens, ou même plus, tous pleins de force et experts en activité sexuelle. Elle passait toute la nuit à coucher avec ses commensaux, et quand tous étaient épuisés, elle passait à leurs serviteurs, qui pouvaient être une trentaine, nous dit Procope, qui décidément ne recule devant aucune exagération dès lors qu'il s'agit de souiller la mémoire de cette impératrice qu'il a tout simplement détestée. Il serait simpliste et impropre d'assimiler l'expérience de la jeune Théodora à ce que l'on nomme prostitution, disent pendant Césaretti. Certes, c'était surtout elle qui choisit, qui commande, qui exige. La jeune étoile du mime s'attachait pour toujours l'affection d'inévitables et influents protecteurs, certainement pas en percevant de l'argent conformément à des tarifs, mais en obtenant des dons. Bref, elle est une courtisane et elle a très tôt compris que si elle voulait sortir de la rue et si elle voulait pouvoir tenter sa chance dans cette extraordinaire société byzantine, il lui fallait infiltrer un certain nombre de milieux très élégants. Alors c'est très intéressant de voir que d'un côté elle est totalement méprisée à l'extérieur, si vous voulez, hein, on la voue aux gémonies, on n'ose même pas la regarder, et puis dès qu'elle arrive en revanche en privé dans de grandes soirées, etc., alors là d'un seul coup tous ces messieurs n'ont Dieu que pour elle, et c'est à qui il l'aura pour maîtresse bien entendu, à coup de dons de plus en plus extraordinaires. Alors dans la masse des admirateurs, il y en a un qui sort du lot. C'est un riche Syrien qui répond au nom d'Ekébolos. C'est un haut fonctionnaire de l'Empire. Il est chargé de gérer le gouvernement de la Pentapole, c'est-à-dire la Libye supérieure. On ne sait pas comment elle s'est attachée à lui, mais ce qui est certain, c'est que Théodora va le suivre dans son voyage. On est là en 518. Il va faire un très grand voyage sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Elle part avec lui. Le voyage va durer 3 ans. Pas la relation avec Ekébolos, c'est le moins qu'on puisse dire. Procope nous dit: elle offensa cet homme et fut chassée presque aussitôt de sa maison. Elle tomba alors dans la détresse et pour gagner ce qui était nécessaire à sa vie, elle fit de la prostitution de son corps son occupation habituelle. Vous commencez à comprendre qu'on a affaire au ronchon de service et au bonhomme pas très bien intentionné. La vérité, c'est qu'elle va vivre d'expédients comme elle peut à travers toutes les villes les plus extraordinaires de ce pourtour méditerranéen antique. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous poser vos questions ou réagir tout au long de l'émission par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la jeunesse de Théodora, impératrice de Byzance. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la jeunesse de l'impératrice de Byzance, Théodora. Alors, pour l'instant, elle est loin d'être impératrice. Vous avez bien compris que nous avons affaire pour l'instant à une prostituée. Alors, une courtisane maintenant, quelqu'un qui a évidemment pignon sur rue dans cette Constantinople de l'époque. Sauf que là, elle est partie avec Ekébolos, donc avec son protecteur, si je puis dire. Ça se passe très mal et elle va devoir faire rentrer, mais par ses propres moyens, des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, voyager est parfois un tout petit peu dangereux, mais enfin globalement ça va, c'est pas très compliqué. Vous imaginez ce que c'est que le voyage à l'époque? On est en char à bœuf, hein, il faut passer, elle repart de Libye hein, quand même, il faut repasser par Alexandrie, entre parenthèses extraordinaire Alexandrie, c'est la grande cité de l'époque où sont tous les philosophes, etc. Une ville extraordinairement cosmopolite. C'est aussi la ville la moins recommandable de l'époque. On n'ose imaginer ce qu'elle a bien pu faire dans cette ville pendant le temps où elle y a vécu. Puis elle va passer par Antioche, également cité de tous les rêves, et rentrer comme ça à Constantinople. On ne sait rien de précis sur cette période de sa vie, reconnaît Joël Chevet, mais il semble qu'elle ait mis à profit cette expérience et pris conscience de la nécessité de ne pas compter uniquement sur sa beauté pour s'élever dans la hiérarchie sociale. Elle apprend à lire et à écrire à Alexandrie et s'intéresse aux querelles philosophiques et religieuses qui font alors les beaux jours de cette ville raffinée et remuante qu'est l'ancienne capitale des Ptolémées. Quels ont été ses protecteurs à cette époque et pourquoi revient-elle à Constantinople? On ne sait, mais il semble que c'est une nouvelle femme qui se révèle alors, bien décidée à faire oublier son passé tumultueux. Sans doute a-t-elle quelques ressources, car on ne peut imaginer le futur empereur Justinien tirant son épouse du ruisseau, alors qu'il est déjà lors de leur première rencontre aux marches du trône. Qui est-il, cet empereur, ce futur empereur Justinien? Ah ben justement, c'est le grand personnage de l'affaire. Il faut vous dire que pendant son voyage,
notre Théodora a rencontré une certaine Macédonia, qui est une danseuse elle aussi, mais qui est devenue voyante, qui a beaucoup de relations, et qui parmi ses relations dans la bonne société de Byzance a donc le neveu de l'empereur, Justinien en personne. Il semble bien que ce soit elle qui les ait mis en contact. Une chose est sûre en tout cas, c'est qu'une fois rentrée à Constantinople, Théodora va avoir le privilège de fréquenter ce haut personnage. Justinien, c'est donc le neveu de l'empereur de l'époque, Justin Ier. Attention, on n'a pas affaire à des gens extrêmement reluisants, entre nous soit dit, ils ne sont pas des origines patriciennes. Justin est originaire d'Illyrie, une espèce de rustre illettré du reste. Il s'était lentement élevé des tout derniers rangs de l'armée jusqu'au pouvoir suprême, nous dit Antonin de Bidour. Il était marié à Lupicina, qui était donc l'impératrice Euphémie, mais qui elle-même était d'origine un peu glauque, il faut bien dire. Ils n'ont pas d'enfants, alors ils vont faire venir leur neveu, qui s'appelle Uprauda, qui est un fils de paysan lui aussi, et on va l'élever comme un héritier d'empereur, ce neveu. Et comme il est le protégé et le successeur désigné de Justin, il va être le petit Justin, donc Justinien tout simplement. En 521, il est toujours célibataire, il a quand même la quarantaine, notre ami, et ce qui fait qu'il a 17 ans de plus que Théodora, où c'est pas un très bel homme, il faut l'imaginer assez corpulent, taille assez moyenne, le visage rond, sans grâce, avec une petite moustache qui le fait reconnaître tout de même. Élevé par un moine, il a reçu une éducation austère, nous dit Joël Chevet, dont il conservera les principes sur le trône. Il est végétarien, buveur d'eau et sans reproche dans le domaine des mœurs. Et ça, c'est la clé pour comprendre ce qui va se passer, évidemment. C'est une oie blanche, si j'ose dire, le petit Justin. Enfin, le petit, là, je vous ai dit, il a 40 ans. Mais il est jeune dans son expérience, on va dire. C'est quelqu'un qui ne pense pas à mal, qui n'a jamais fréquenté les femmes de mauvaise vie, etc. Et d'un seul coup, il se retrouve face à cette espèce de phénomène, avec ce regard extraordinaire, avec cette personnalité, avec cette culture peut-être fraîchement acquise, mais bien acquise et dont elle sait faire le meilleur usage, et puis surtout un caractère, une personnalité extraordinaire que Justinien sait déceler dans cette femme, qui tout simplement va prendre sur lui un véritable ascendant. Justinien, ambitieux, froid et dissimulé, a découvert en Théodora une partenaire à sa mesure, nous dit Joël, sans illusion et sans scrupules, souvent indécis et irrésolu. Il a également trouvé chez elle une énergie, une volonté indispensable à la future souveraine d'un empire menacé de l'intérieur par l'anarchie sociale et à l'extérieur par les incursions étrangères. Théodora va devenir la maîtresse attitrée du futur empereur. Elle, alors là, c'est même plus grimpé. Là, maintenant, elle fait des bonds dans la société byzantine. Elle est élevée au rang de patricienne, même si elle est totalement détestée par la mère et par la tante de Justinien, qui, en bonnes parvenues qu'elles sont totalement snobs, bien entendu. Elles ne veulent pas la voir arriver dans la famille. En 523, à la mort de l'impératrice, Justinien prend son courage à deux mains. Il impose Théodora. Il va l'épouser. Et pour en faire sa femme, il demande à son oncle, donc à l'empereur Justin, de changer la loi qui interdit aux sénateurs d'épouser des danseuses ou anciennes danseuses. Parce que lui est sénateur, bien entendu. Le mariage a lieu dans l'église du Seigneur, la célèbre paroisse impériale. Il faut imaginer l'extraordinaire chapelle de l'empereur, ces chantres envoyés par les verts et les bleus et qui font résonner sous les voûtes de mosaïques d'or au son des cymbales et des orgues hydrauliques de Byzance leurs incantations nuptiales. On est dans une de ces extraordinaires cérémonies dont Byzance avait le secret. Évidemment, on est très loin de la rue, très loin de l'hippodrome et des origines de Théodora. Procope assure que c'est par des opérations magiques qu'elle a réussi à se faire épouser par l'héritier de l'Empire. À mon avis, la magie dont on parle n'est pas très difficile à comprendre. Lui ne jugeait pas indigne de faire son bien de la honte commune de toute l'humanité, dit Procope, sans être consterné par rien de ce qui a été raconté précédemment et de vivre dans l'intimité d'une femme couverte de monstrueuses souillures. Bonjour Joël Chevet, vous me disiez à l'instant que Procope en fait beaucoup, qu'il en fait des tonnes. On va essayer avec vous de cerner d'un peu plus près la vérité du personnage. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Théodora, l'impératrice de Byzance. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invitée Joëlle Chevet, historienne, spécialiste de la société d'Ancien Régime et de l'histoire des femmes, auteure des Grandes courtisanes aux éditions First. Et bien sûr, cette Théodora est une de vos grandes courtisanes, Joëlle Chevet. Alors, quand je dis une des, on pourrait presque dire que c'est la plus grande. Son cas, je parlais tout à l'heure de cas quasiment uniques dans l'histoire. C'est une ascension sociale vertigineuse, extraordinaire. Alors, comme toujours dans les cas de ces personnages dont les origines et dont la jeunesse sont un peu obscures, eh bien on ne sait pas trop quoi dire sur son enfance. Il faut s'en remettre à Procope. Vous vous en méfiez, vous, de Procope de Césarée? Je crois qu'il y a de bonnes raisons de s'en méfier, vu les exagérations et le tableau absolument monstrueux qu'il nous dresse donc de Théodora. Bon, alors c'est la source essentielle. Il faut quand même rappeler que les pires choses qu'il écrit sur Théodora sont dans cette histoire secrète, sur laquelle quand même les historiens s'interrogent, qu'ils attribuent en effet à Procope. Oui, on n'est même pas certain de la paternité du texte. Voilà, Il est possible même qu'il soit composite, ce texte. Voilà. Ce dont on est certain, évidemment, c'est de la biographie de Justinien, là qu'il consacre, puisqu'il est un contemporain de Justinien, Procope. Il appartient à une famille, je dirais là, patricienne, ces vieilles élites gréco-romaines, orientales, donc qui ont vu l'ascension d'abord de Justin, avec évidemment beaucoup de méfiance. Vous l'avez rappelé, Justin est vraiment un homme né, ce simple soldat est devenu par pronunciamento, comme on disait, proclamé donc empereur après l'empereur Anastase. Donc Justin, homme du peuple, et dont la femme Euphémie, dont vous avez parlé aussi, était peut-être même esclave. Oui. Donc en effet, au départ, un cercle familial de Justinien qui est tout à fait modeste. Il est illettré, Justin. Donc pour Césarée, appartenant à ces élites extrêmement cultivées, c'est évidemment déjà une tâche sur l'empire. Après cela, évidemment, Théodora, ça dépasse évidemment les bornes. Par ailleurs, aucun autre chroniqueur, soit de l'époque, et il y en a quelques-uns, et en particulier les théologiens dont Théodora était très proche, aucun ne reprendra, même ceux qui lui sont opposés parce qu'orthodoxes, ne reprendront ces accusations extrêmement lourdes adressées par Procope. Donc il faut quand même qu'on reste un petit peu nuancé dans cette affaire. Néanmoins, on est bien en présence d'une jeune fille du peuple qui très probablement a été mêlée à cette vie de l'hippodrome. Extraordinaire, l'hippodrome. Incontestablement, elle est née dans ce chaudron bouillonnant de non pas Byzance, puisque à l'époque on l'appelle Constantinople, fondée en 300. D'abord la Nouvelle Rome et ensuite Constantinople à partir donc de 330. Donc ce bouillonnement extraordinaire qui, sous le règne de Justin, encore plus que sous le règne d'Anastase, va être en effet l'opposition de deux partis, ce qu'on appelait des dèmes, donc les Verts d'un côté, parti en effet beaucoup plus populaire et qui représente plutôt un peu les plébéiens de Rome, en fait, de Constantinople, et de l'autre côté les Bleus, partisans donc de l'empereur, anciennes élites gréco-romaines bien sûr, et partisans de l'orthodoxie. Et alors tout ça au départ s'affronte sur le plan sportif, bien sûr, puisqu'au départ il s'agit de soutenir les champions des courses de chars. Et petit à petit, les choses dégénèrent en opposition sociale et politique, étant donné les origines, évidemment, des Verts et des Bleus. Au départ, il y avait 4 factions. Là, on en trouve vraiment 2. Hein. On est dans le bipartisme, en fait, je dirais, voilà, et qui prennent des proportions. Alors, par contre, à l'époque de Justin et de Justinien, où on est vraiment là, surtout dans des oppositions religieuses. Alors, je disais à l'instant, je racontais ce grand voyage qu'elle a fait pour suivre un de ses protecteurs, un de ses amants, Ékébolos. On ne sait pas grand-chose non plus là, mais il semble bien que ça a été pour elle comme une sorte de voyage initiatique. Elle est revenue de là différente de ce qu'elle était en partant.
Oui, je pense que Kébolos va la chasser, apprenant par 2 officiers venant de Constantinople son passé très tumultueux. Donc il la chasse. Ils étaient alors en Cyrénaïque. Il était gouverneur de Cyrénaïque, et donc elle part en effet sur les chemins, si l'on peut dire, avec sûrement peu de choses, peu de fortune. Et elle va en effet. Je pense que c'est à Alexandrie en effet que cette initiation se fait et qu'elle découvre qu'il suffit pas d'être belle. Je pense que c'est une femme qui est extrêmement intelligente et bien sûr ambitieuse, et qu'elle comprend que la beauté ne suffira pas pour les ambitions qu'elle a, et qu'il faut se doter à cette époque très travaillée en plus par la philosophie, la politique et la religion, qu'il faut qu'elle tienne sa place là aussi. Ce qui fait que lorsqu'elle va enfin entrer en contact avec l'héritier de l'empereur Justin Ier, avec ce prince justinien, elle est déjà une courtisane au sens le plus raffiné du terme. Hein. C'est quelqu'un qui doit pouvoir tenir une conversation philosophique, qui lit des livres, enfin, etc. Je pense qu'elle a acquis en effet une culture, comme beaucoup de courtisanes dont on pourrait parler d'ailleurs à d'autres époques et jusqu'à une époque relativement récente, où toutes ces femmes qui arrivent justement à des très hauts niveaux de la prostitution, puisqu'au départ il s'agit bien de prostituées qui gagnent leur vie en vendant leur beauté, et qui se rendent compte très rapidement que ça ne suffit pas, que les hommes qu'elles veulent fréquenter sont des hommes cultivés, à qui non seulement il faut donner des jeux sexuels très très experts et très élaborés, mais avoir aussi de la conversation. Mais qu'est-ce qui lui a pris à ce Justinien, qui était une espèce de moine un peu, si on peut dire, d'un seul coup il tombe complètement amoureux. Oui. On peut dire tout à fait que c'est un moine. Rien n'est dit sur ce. Alors je ne sais pas s'il est vierge quand il rencontre Théodora, je ne suis pas au courant, mais il est certain qu'il a des mœurs extrêmement austères et qu'il ne s'est pas fait remarquer jusque-là par autre chose que par son assiduité aux études. Alors lui, par contre, a reçu une excellente culture sur le plan théologique et juridique. Justin a tout fait pour que son successeur vraiment soit à la hauteur. Alors j'ai prononcé tout à l'heure le mot monophysisme. Elle adhère, elle, au monophysisme. Mais il faut dire un mot peut-être de cette religion qui va secouer littéralement l'Empire. Très simplement, les monophysites, comme leur nom l'indique, sont ceux qui ne veulent pas reconnaître une triple divinité dans la Trinité, mais une seule. C'est ça. Donc c'est considéré à partir du concile de Chalcédoine en 451 comme une hérésie, et qui sera donc persécutée à plusieurs reprises, donc à partir du milieu du 5e siècle. Mais on imagine les conversations entre ces deux personnages qui ont presque 20 ans de différence, entre cette espèce de moine Justin et cette ancienne courtisane. Ils doivent parler de religion aussi, probablement, à mon avis. Très certainement, c'est peut-être d'ailleurs par là que ça commence, qui sait. Je pense quand même qu'il y a un éblouissement au départ de la part de Justinien. Je crois que ça n'est pas trop s'avancé que de dire que cette femme était quand même très belle. Mais alors on ne sait pas trop à quoi elle ressemble. Mais même Procope le reconnaît. Oui, voilà, tout le monde le dit. Reconnaît une beauté absolument éblouissante et qu'on aurait du mal à trouver ailleurs, bien qu'il la dise. Alors là, je ne sais pas si c'est moral aussi. Il l'a dit flétrie à 25 ans. Mais ça, bon, c'est du Procope. Il ne pouvait pas s'empêcher. Mais il y a un chroniqueur qui dit que aucune des représentations, alors nous on n'en a plus qu'une, mais aucune des représentations de cette impératrice ne nous permet de se faire une idée de ce que pouvait être l'expressivité de son regard, notamment. Oui, je pense qu'elle a un physique très oriental, petite, on l'a dit, de teint très pâle, brune, avec des yeux en effet d'une présence particulière. N'oublions pas ses débuts de petite gymnaste elle doit avoir un corps extraordinaire. En plus, donc, qui a l'habitude donc des exercices physiques, donc elle doit être très souple, vraiment certainement une très très jolie femme, et en plus avec un charisme extraordinaire et une intelligence qui a dû séduire très vite Justinien. Alors elle épouse Justinien en 523 et moins de 4 ans plus tard, c'est la mort de l'empereur, ce qui veut dire qu'ils vont tous les deux être sacrés à Pâques 527, empereur et impératrice de Constantinople. Alors l'empereur sera sacré à Sainte-Sophie, elle ne sera sacrée que dans les salons privés du palais, peut-être parce que justement on craint les mauvaises langues, c'est possible. Toujours est-il que c'en est fini de la courtisane, nous allons maintenant parler de l'impératrice Théodora. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Un extrait de la bande originale du film Théodora, impératrice de Byzance, composé par Enzo Rossellini. Théodora, impératrice de Byzance, dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité Joëlle Chevet, historienne spécialiste de la société d'Ancien Régime et de l'histoire des femmes, auteur des Grandes Courtisanes aux éditions First. J'aime bien, moi, ces films des années 50. Là, c'était en 1952, ce film sur Théodora en Technicolor. Enfin bon, on en faisait beaucoup, bien entendu, mais le sujet s'y prête. On l'aura compris. Alors, elle est impératrice maintenant et elle va avoir sur son mari un véritable ascendant. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la fameuse fresque de la mosaïque de Ravenne. C'est assez spectaculaire de voir la façon dont elle y est présentée, Joëlle Chevet. Je crois que ce qui est d'abord peut-être le plus spectaculaire, c'est de voir l'empereur et l'impératrice. C'est ça, voilà. Représentés avec les mêmes codes de représentation et d'aura sacrée qui les entourent, un peu avec les mêmes dimensions. D'une certaine manière. Hein. C'est le seul exemple. Ouais, c'est ça. C'est le seul exemple dans l'histoire de l'Empire romain et d'Orient et d'Occident de voir, et même postérieurement, de voir un couple représenté de cette façon-là, en totale égalité, je dirais, de dignité, de souveraineté. C'est vraiment très très exceptionnel. Alors, il semblerait que, c'est ce que nous disent les chroniqueurs, parce qu'alors là, en revanche, on a quand même beaucoup plus de sources dès qu'on arrive dans la période du règne, puisqu'évidemment, ça devient officiel. Il semblerait qu'on la voit très peu en public, cette Théodora. Elle qui s'est étant montrée étant jeune, elle se cache, l'âge venant. Alors, se cache-t-elle? Je ne crois pas que ce soit le mot qui convient. Je crois qu'elle rentre dans un système qui est celui de l'étiquette byzantine, où l'impératrice vit dans un palais qui est d'ailleurs très proche de l'hippodrome, relié directement à l'hippodrome, dans tout ce secteur énorme des palais impériaux, dont le palais de Daphné, qui en effet est affecté à l'impératrice. Et ce palais de Daphné, elle y vit en effet de façon retirée, c'est-à-dire qu'elle ne sort que très rarement par des apparitions éblouissantes, entourée d'un train évidemment extraordinaire chaque fois qu'elle fait des apparitions publiques. Elle fait également des apparitions publiques évidemment sur l'hippodrome, quand l'empereur ouvre les jeux, ou alors quand il y a une victoire particulière, tout est célébré dans l'hippodrome à ce moment-là. Et le reste du temps, elle est en effet, alors il faut pas l'imaginer enfermée dans un tout petit espace. L'espace des palais impériaux est immense, plus de 30 hectares qui descendent en terrasse sur la mer de Marmara, donc un ensemble absolument extraordinaire, et qui communique directement par une loge spéciale et un escalier spécial avec l'hippodrome. Et elle reçoit dans ce palais tous les grands dignitaires du royaume, les ambassadeurs, les gouverneurs de province. Donc elle dirige l'empire, mais en effet de façon beaucoup plus opaque. Est-ce que c'est vraiment elle qui dirige? On l'a vu représentée à égalité avec l'empereur. Alors, est-ce que dans la réalité, oui, c'est ça. Elle prétend, en tout cas, elle a dit, en tout cas, que l'empereur ne prenait jamais aucune décision sans la consulter. Ce qui nuance déjà le propos. Il ne prend jamais de décision sans la consulter. Il fait éventuellement après ses propres choix. On est dans une période extraordinairement importante de l'histoire de Constantinople, puisque encore une fois, en 476, l'Empire romain d'Occident s'est effondré. On est quelques décennies seulement après. Il n'y a plus en quelque sorte que l'Empire romain d'Orient et la volonté de tous, que ce soit Anastase, Justin, Justinien. Leur but est systématiquement d'essayer de reconstituer le grand Empire romain d'Orient et d'Occident. Alors, je pense que c'est surtout Justinien qui va reprendre, ne serait-ce que par les études qu'il a faites. Justinien a vraiment une formation, je dirais, de romain, de par ses études. Et son rêve est en effet de retrouver les anciennes frontières de la fin donc du IVe siècle, donc en 395, quand meurt donc Théodose. Et donc, il rêve de reconquérir l'Italie, la Gaule, tout, si vous voulez, la partie occidentale de l'Empire est assiégée par une série de peuples dits barbares. Et donc, c'est le rêve de Justinien, en effet, que de revenir à ce grand empire des Césars. Est-ce qu'elle adhère à ce rêve, elle, Théodora? Elle le partage, je dirais. Ça ne semble pas être sa priorité dans ses entretiens avec son mari et dans la part qu'elle va prendre dans la politique impériale. Je ne pense pas que la politique militaire fasse partie de ses priorités, mais elle est très proche de ses généraux.
Alors elle, on a vu qu'elle était issue directement de l'organisation des Verts, puisque son père et son beau-père travaillaient pour les Verts. Elle a été secourue à 2 reprises, je suis passé un peu vite moi là-dessus tout à l'heure, par les Bleus, ce qui est un paradoxe, ce qui fait qu'elle va passer aux Bleus, et quand elle revient de son grand voyage d'ailleurs, elle est totalement dans un univers qui est celui des Bleus. Où se situe-t-elle politiquement, si je puis dire? En fait, elle se situe, je pense, pour des raisons stratégiques et d'ascension. Évidemment, elle va adhérer apparemment aux Bleus. En fait, elle reste foncièrement proche des Verts et elle va négocier pendant toute sa vie avec Justinien de façon très habile, et Procope ça le raconte très bien, la façon dont tous les deux donnent le change en ayant l'air d'adhérer au parti de l'autre pour essayer en fait de semer la division dans l'Empire. Alors nous avons l'image, et je pense que c'est lié tout simplement à la différence avec l'effondrement de la Rome occidentale. On a l'image d'une Rome orientale, d'une Constantinople parfaitement pacifiée, etc. C'est pas le cas. C'est une espèce de vous parliez de chaudron tout à l'heure, ça bouillonne beaucoup tout ça, et ça remue. Dans la mesure où en plus Constantinople est peuplée d'ethnies extrêmement différentes. Vous avez des Vénitiens, des Géorgiens, des Arabes, évidemment des gens venant d'Occident et des Orientaux. Donc là, de ce point de vue-là, tout le monde semble vivre dans une certaine égalité civile, puisque l'esclavage a été à peu près abandonné. Donc il y a une forme de liberté et d'égalité, évidemment fausse dans les faits, mais en tout cas en théorie, et tout ça bouillonne avec aux frontières une pression qui devient de plus en plus forte, sur toutes les frontières d'ailleurs, et en particulier sur les frontières slaves. La pression fiscale pour financer la politique prestigieuse de Justinien devient de plus en plus forte, tellement forte que les gens se révoltent aussi, il faut le dire. Voilà, il faut voir que Justinien a en effet une politique militaire extrêmement ambitieuse, et chaque fois que ces généraux, et je pense à Bélisaire et Narsès qui sont les plus connus, chaque fois que ces généraux vont reprendre du terrain sur l'ancien empire romain, on fortifie, on construit. Donc c'est une politique qui est absolument ruineuse, et donc la population de Constantinople est absolument rançonnée par tous les moyens. Alors Procope là encore en rajoute beaucoup. Il semble que vraiment on s'empare des héritages, tous les moyens sont bons pour ramasser en effet de l'argent. Et donc, en effet, la révolte ne va pas tarder à se fomenter par une alliance entre les Verts et les Bleus. Alors, on va y venir à la révolte un instant, mais je voudrais répondre à la question de Julien qui, justement, nous demande pourquoi Procope déteste autant Théodora. Pourquoi ce chroniqueur a-t-il tant de haine pour elle? Alors, d'abord, je pense qu'il y a plusieurs origines. Il y a d'abord, évidemment, les origines sociales de Procope, son éducation, la carrière de sa propre famille, qui fait qu'il regarde ses parvenus, évidemment, avec beaucoup de mépris. Bien entendu, Théodora est une fille du ruisseau pour lui. Donc déjà, il y a ce premier préjugé qui est quand même très très fort. Alors, par la suite, il y en aura d'autres, mais je pense qu'au départ, c'est surtout ça. Il est dans la reproduction des élites. On se marie avec les mêmes. Et là, évidemment, pour lui, c'est un scandale qui est très difficile à avaler. Oui. Alors, vous nous disiez, Joël, ça c'est assez étonnant, j'ai bien entendu la phrase, les Verts et les Bleus vont s'allier, en fait. Ça, c'est toujours très dangereux pour un régime, quel qu'il soit, quand les oppositions s'allient, en fait. Et oui, et là encore, tout va se passer dans l'hippodrome le 11 janvier 532, où on ouvre les courses de chars, les empereurs sont là, la révolte gronde, le feu commence à s'emparer de l'amphithéâtre. Il faut pas oublier qu'il y avait 150 000 spectateurs dans l'hippodrome. Peut-être pas 150 000, mais bien 100 000. 100 000 en tout cas. Bien 100 000, en tout cas, les chiffres sont un peu discutés. Mais en tout cas, bien 100 000, donc vous imaginez ce que cela peut faire. Et là, pendant plusieurs jours, Justinien va se retirer dans son palais sans réagir, finira par revenir devant les Verts et les Bleus dans l'amphithéâtre, alors qu'un autre empereur a été élu, Hypatius, porté sur un bouclier, neveu d'Anastase, et donc il décide de revenir chercher l'accord de ses citoyens, et évidemment il est absolument hué et songe à la fuite. Et là, c'est là qu'intervient Théodora. On appelle ça la révolte de Nika. C'est la révolte de Niké, ou Nika, qui signifie victoire, donc en grec. Voilà, tout à fait.
Et c'est là où les choses, en effet, vont basculer, où Théodora va révéler la femme qu'elle est capable d'être, et qu'on voit d'ailleurs dans d'autres circonstances. Beaucoup de femmes se révèlent souvent dans ces moments-là, et où elle refuse par contre de fuir. Et je crois que je vais vous lire quelques lignes quand même du discours qu'elle fait à ce moment-là. Discours historique, tout à fait, qui a été repris après dans des tragédies, etc., qu'elle fait en effet à l'empereur et à ses généraux, qui évidemment se retrouvant en minorité, décident de fuir. Et où elle leur dit: quand il ne resterait d'autre moyen de salut que la fuite, je ne voudrais pas fuir. Ne sommes-nous pas tous voués à la mort dès notre naissance? Ceux qui ont porté la couronne ne doivent pas survivre à sa perte. Je prie Dieu qu'on ne me voie pas un seul jour sans la pourpre, que la lumière s'éteigne pour moi lorsqu'on cessera de me saluer du nom d'impératrice. Pour toi, autocrator, si tu veux fuir, tu as des trésors, le vaisseau est prêt et la mer est libre. Mais crains que l'amour de la vie ne t'expose à un exil misérable et à une mort honteuse. Moi, elle me plaît, cette antique parole que la pourpre est un beau linceul. Extraordinaire. Je crois qu'il est difficile de faire mieux. Là, ça, c'est de la noblesse. Voilà, tout à fait. Et là, Procope ne manquera pas d'admirer, en effet, ce discours qui va galvaniser les généraux de l'empereur. Va suivre, par contre, une répression absolument terrible. Elle mourra pas très longtemps après, en fait. Elle meurt de quoi, d'ailleurs? En 548. Oui. En 448, puisqu'elle meurt à 548. 548, pardon. Donc quand même, plus de 15 ans après. 15 ans, oui, 15 ans. Oui, plus de 15 ans après. Par contre, donc, je le disais, la répression va être absolument terrible. 40 000 personnes vont être massacrées dans Constantinople et principalement dans l'hippodrome. Et ensuite, la ville incendiée. Constantinople est à rebâtir. Un mot, parce qu'il ne nous reste pas longtemps, malheureusement, Joël. On pourrait parler de... Moi, j'adore parler de Byzance, c'est toujours... je trouve ça tellement dépaysant et tellement agréable. Ouais. On ne peut pas parler de Théodora et de Justinien sans évoquer la grande création du règne de Justinien, le code justinien. Tout à fait. Là, c'est vraiment une des grandes œuvres du règne et certainement une de celles à laquelle Théodora a été le plus profondément associée, ce fameux code justinien qui va reprendre tous les anciens textes romains pour supprimer tout ce qui était un petit peu antagoniste, etc., en faire une œuvre de synthèse qui se transmettra d'ailleurs jusqu'au Moyen-Âge. Et Théodora va intervenir là très, très vivement en faveur des femmes et dans de très nombreux domaines. Je n'ai peut-être pas le temps de développer. Non, on peut pas développer les domaines, mais c'est quand même passionnant de voir que cette femme aura quand même eu un rôle, une influence extraordinaire, et notamment au profit des femmes. Voilà. Elle n'a jamais oublié, je pense, ses origines de prostituée méprisée, et elle fera tout dans le domaine des femmes, que ce soit par rapport aux prostituées, mais aux femmes mariées, aux filles mères, pour faire adopter des législations beaucoup plus en faveur de leurs droits. Elle n'a pas eu d'enfant avec Justinien, en fait. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle a eu une fille qu'elle a mariée avec le fils de Bélisère. Une fille qu'elle avait eue avant son mariage. Voilà, en fait. On n'en sait pas plus. Par contre, elle mariera une de ses nièces avec un neveu donc de Justinien, et qui sera donc Justin II. Qui ne réussira pas malheureusement à maintenir l'empire tel que l'avait voulu Justinien. Merci beaucoup, Joël Chevet. Je rappelle que cette histoire incroyable de Théodora fait partie de toutes celles que vous racontez dans Les Grandes Courtisanes. C'est publié chez First. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Vincent. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission et il voudrait connaître l'origine du rituel du passage de l'équateur chez les marins. Alors, chez les marins, c'est ce à quoi je vais répondre, puisque c'est ce que me demande Vincent. Mais il faut savoir que ça concerne évidemment tous les passagers du bateau aussi. C'est l'occasion toujours de fêtes assez étonnantes. Alors, ce baptême, c'est un petit peu un bizutage, si vous voulez, qui est organisé à bord du navire au moment du passage d'un hémisphère à l'autre. Alors, généralement, puisque nous parlons, nous, de l'Europe, c'est quand on passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, mais après tout, ça peut aussi marcher dans l'autre sens. C'est l'occasion d'une espèce de, comment on pourrait dire, un charivari, on disait autrefois, une grande mascarade à laquelle chaque membre de l'équipage prend part en se déguisant. Et voilà le certificat que reçoit le jeune mousse de la part de son commandant au moment du premier passage de la ligne.
Je déclare que, alors un tel ou Trucmuche, a subi avec courage les épreuves nombreuses et variées du baptême de l'Équateur. Nous requérons Triton, Naïade, Néréide et toutes les autorités de lui livrer libre passage sur toutes les mers, de veiller sur ses jours pendant ses voyages et de lui prêter main forte le cas échéant pour le défendre ou l'aider. Vous avez vu qu'il y a quand même quelque chose d'un peu païen dans tout ça, hein. On est bien sous la protection de Neptune, des Naïades et des Néréides.